Bonjour, bienvenue dans Plateau Foot Europe. Au menu de ce nouveau numéro en Première Ligue anglaise, City souffle sur Huddersfield. Chelsea punit Arsenal, défait pour la deuxième fois de suite en championnat. Les Red Devils sont en enfer. Entame réussie pour le Barça, le Real et le FC Séville en Liga. Les Turinois, Napolitains, Romains sont en forme pour le début en Série A. L'Inter Milan, quant à lui, chute d'entrée. En Ligue 1 Conforama, les Crocos de Nîmes croquent Marseille. Reims surprend Lyon et Dosevi ouvre son compteur but avec le TFC. Quel attaquant pour l'Olympique de Marseille? Balotelli, annoncé depuis quelques jours, n'est toujours pas arrivé sur le Vieux-Port. On discute du dossier de Super Mario dans la page Mercato. Vous pouvez également poser vos questions directement sur la page Facebook de l'émission Plateau Foot Europe Live, tout simplement. Ils sont en studio. Franck Nounyama est là. Bonjour et bienvenue, Franck. Angelo, bonjour à toutes et à tous. Très belle semaine qui s'annonce. On l'espère. Merci, Franck, d'être là. Également, toujours fidèle au poste, Roméo Yetor. Hola, Roméo. Bonjour Angelo, hola et todos. Je pense que nous sommes bien ensemble pour ce moment de foot européen. Toujours avec le même plaisir. Il est de retour. Lui, c'est le genou de la bande, de la troupe, de l'équipe. Lui, c'est Armel Ouaba. Welcome Armel. Good morning. Morning Angelo. Ah, ça fait un moment là. Ouais, un gros moment, mais je suis allemand. Je commence en dernière position. Ah, d'accord. Ça, c'est la meilleure et merci d'être de retour dans Plateau Foot Europe. Et l'homme à Dovon est là pour assurer la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. Plateau Foot Europe, c'est parti. English Premier League News. Et nous démarrons avec la Première Ligue anglaise qui disputait son deuxième chapitre avec, on va commencer d'abord avec ce fumant derby de Londres entre Chelsea et Arsenal. Chelsea avec Maurizio Sarri, qui est le nouvel entraîneur de cette formation. On a l'impression que c'est un docteur qu'on voit sur le banc de touche de Chelsea avec son jersey bleu. Et c'est en face, c'était Arsenal. Finalement, ce sont les Blues qui s'imposent. Armel, 3-2. Un match très animé, très compliqué dans le jeu également. Les deux équipes, il faut dire que elles ont ouvert le jeu. Oui. D'ailleurs, le score le prouve. Mais c'est plutôt Chelsea qui a démarré Thabo Banta ce match avec notamment ce premier but de Pedro, l'ancien Barcelonais. Et puis la domination s'est corsée avec un deuxième but de Chelsea. Arsenal s'est fait totalement assommer. Les imprécisions du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang n'ont pas non plus aidé cette formation des Gunners, mais Arsenal a montré quand même que c'est une équipe qui a de la ressource, puisque les Gunners sont revenus à 2-2 avant de vendanger encore une fois beaucoup d'occasions, à l'instar d'un certain Aubameyang encore une fois, ou du Nigérian Ayobi et d'autres joueurs encore. Et bien sûr, l'ascension elle a été immédiate avec ce dernier but là, ce caviar offert à Marcos Alonso pour sceller le sort. Deuxième défaite tout simplement des hommes d'Unai Emery, on en parlait en coulisses. Oui. Angelo, quel est le plan pour le technicien espagnol? Oui, n'oublie pas que c'est moi qui pose des questions. Mais justement, on pose la question à Roméo Yetor. On peut dire tout simplement que ça devient de plus en plus dur pour Unai Emery et les Gunners. Dans la demeure. Oui. Parce que 2 défaites alignées, si Arsenal veut être parmi les 4 premiers de la Première Ligue, il ne faut pas laisser trop d'écart entre ceux qui jouent les premiers rôles. Je pense que cette deuxième défaite d'Arsenal arrive au mauvais moment. C'est vrai que c'était face à City le premier revers. Maintenant, face à Chelsea, je crois que Arsenal pouvait s'en sortir avec un match nul, puisque les Gunners ont fait le jeu. Ils ont montré de l'envie, de la détermination. Maintenant, le manque de réalisme du côté de certains joueurs comme Aubameyang. Mkhitaryan. Voilà. Lui aussi, il a été très maladroit dans ce match. Oui. Emery, je lui disais qu'il n'a pas encore sa mainmise sur cet effectif, parce qu'il y a des joueurs qui sont bons. Maintenant, comment mettre ensemble ces joueurs-là, avoir un système pouvant permettre aux Gunners de pouvoir gagner ces matchs, c'est ça qui est important. Maintenant, c'est le premier succès d'Arsenal, peut-être qui va complètement libérer cette équipe, on l'espère vivement. Et on va parler de Maurizio Sarri, Franck Nounyama. On a l'impression qu'il commence déjà à s'imprégner du contexte de la Première Ligue et avoir une certaine mainmise sur les Blues de Chelsea. Je pense que le technicien italien est arrivé avec ses idées, avec son jeu,
quelques petits changements. Vous allez voir que pour le moment, il ne met pas d'entrée Eden Hazard. Et en fin de match, souvent, il le met pour sa vitesse, sa technicité, pour garder le ballon et pour pouvoir faire la différence. C'est ce qui a été fait face à Huddersfield. Oui. Et la dernière fois, face à Arsenal, je crois qu'il a répété la même chose pour gagner les 2 premiers matchs de cette première ligue. Je pense que c'est très important pour lui en tant que nouvel entraîneur, en tant que nouveau coach des Blues. Pour l'instant, ça lui réussit bien. Maintenant, en face, c'est Arsenal qui se cherche. Lorsque j'écoute, par exemple, à la fin du match, Unai Emery qui dit laisser les joueurs tranquilles, ils n'ont pas encore totalement compris notre nouveau système de jeu. Oui. Il est arrivé avec un 4-2-3-1. Peut-être, pour l'instant, Arsenal ne se retrouve pas forcément dans ce système. Donc, ils ont du mal un peu à tenir la comparaison et ils ont cette mauvaise chance de tomber sur deux gros. Déjà, oui. En début de saison, ce n'est pas du tout évident. Je crois que Arsenal a prouvé qu'il pouvait revenir en fin de première mi-temps en égalisant par Iwobi. Et après, ils ont raté d'autres occasions. Donc, la machine n'est pas totalement huilée du côté d'Arsenal. Il leur reste plein de choses à faire. Ce n'est pas facile de remplacer un entraîneur qui a fait plus de 20 ans à la tête de cette équipe. Et je crois que Unai Emery a du pain sur la planche. Il a du travail à faire parce que les supporters sont à côté. Oui, ce que Sarri a également amené, c'est du jeu. On connaît cette équipe des Blues comme une équipe qui ferme plutôt le jeu. Mais Sarri a amené sa philosophie napolitaine avec des joueurs qu'on a connus. Avec Jorginho, par exemple. Dries Mertens, et voilà, tout cela, même si ce dernier, lui, n'est pas à Chelsea. Mais il a quand même apporté cette philosophie de jeu qui, curieusement, plaît à ses joueurs. D'accord. Parce que Willian, c'est un joueur. Oui. Hazard, c'est un joueur. N'en parlons pas. Voilà. Est-ce que, rapidement, quelques mots sur le cas Unai Emery, a-t-il besoin de temps et de patience quand on sait que Peter Crouch a pris la défense du technicien espagnol? Oui, je pense qu'il faut encore lui donner du temps. On connaît la presse anglaise beaucoup trop sévère. Trop sévère. 2 défaites déjà, ça fait couler beaucoup d'encre. 6 buts encaissés en 2 matchs. Hein. Voilà. Je pense que c'est quand même un coach, à mon avis, en dessous des Pep Guardiola, des José Mourinho. Pochettino et les autres. Voilà, je l'avais déjà dit quand il a pris les rênes du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un coach taillé à la mesure, à l'ampleur de ces clubs-là. Arsenal, n'oublions pas, quoi que l'on dise, c'est aussi un grand club, ne serait-ce que sur le plan structuré. Exactement, voilà. Et surtout en matière financière, voilà. C'est un club qui pèse très très lourd. On va s'intéresser à Manchester United. Oui, le grand José Mourinho qui se fait corriger par Brighton. Les Diables sont en enfer. Attention, Brighton, c'est une très très belle équipe qui a quand même sauvé sa tête la saison passée. Et bien sûr, Manchester United a été mené dans ce match-là. C'est ce qui est le plus curieux. C'est un score de 3-2, mais ce n'est pas que Manu a dominé ce match-là. Oui. Non, Manchester a véritablement souffert. Chose curieuse, c'est quand même l'homme qui, pour le moment, n'est pas en odeur de sainteté, avec José Mourinho, qui porte le brassard et qui vient quand même enlever la petite honte sur penalty. Mais quoi qu'il en soit, les Mancuniens ont tout simplement essuyé leur première défaite déjà en deux journées. Voilà. Roméo, une équipe méconnaissable, surtout au niveau du collectif, United. Oui, United, je pense que cette année, ça s'annonce également compliqué pour les Red Devils. N'oubliez pas que l'année dernière, vers la fin de la saison, Manchester United a complètement bafoué son jeu. Et cette fois-ci, c'est un début de saison un peu compliqué, même si c'est la première défaite. Il ne faut pas perdre quand les autres gagnent. City qui aujourd'hui corrige ses adversaires. Il ne faut pas laisser trop d'écart entre le premier. Je pense que les grands, dans chaque championnat, ont des débuts de compétition assez compliqués. Ils n'arrivent pas à s'adapter rapidement. Maintenant, si on se fait battre par des équipes comme Brighton, c'est pas pour minimiser l'équipe, mais par rapport au vécu de l'équipe, par rapport aux joueurs de cette équipe, je pense que Manchester United devrait gagner ce match, ne serait-ce que pour réduire l'écart entre City. Si ça va mal pour United, ça va par contre bien, même trop bien pour Manchester City, qui surclasse, qui éparpille Huddersfield de votre ami Steve Mounier. 6 buts à 1. Oui, j'étais un peu mitigé dans ma réaction parce que j'ai adoré la prestation des Citizens. Oui. Mais comme tu l'as dit, j'ai aussi un ami de l'autre côté. Eh bien, il n'a pas pesé. Une passe décisive. Il n'a pas pesé bien lourd face à Konagoro, auteur d'un triplé dans ce match. Oui. Et le joli bijou de David Silva. Très beau joueur. Magnifique. Score à l'arrivée 6-1.
un score de tennis, tout simplement, qui permet à Josep Guardiola de surclasser cette première ligue en 2 journées déjà. On va s'intéresser à d'autres résultats. En revanche, Franck, vous pensez que déjà avec City, c'est un message qu'on envoie, même si c'est Huddersfield? City est en train de marquer son territoire. D'abord, la première journée, c'était quand même pas face à une petite équipe, c'était quand même face à Arsenal. Battu 2 buts à 0. Et après Huddersfield, qui reste, on va dire, une équipe moyenne, modeste, 6 buts à 1, un triplé d'Aguero. Je crois que les Citizens, les Sky Blues sont en train de marquer leur territoire et envoient un avertissement sérieux à leurs concurrents. Nous sommes là pour gagner, pour faire le doublé et enchaîner. Donc, je pense que c'était très bien et cette équipe avait quand même des joueurs pour briller. Et il n'y a qu'à voir un peu ce coup franc venu d'ailleurs de David Silva, qui a pris d'ailleurs sa retraite internationale. On se demande pourquoi l'a-t-il fait, parce qu'il a encore des choses à donner. Donc, je pense que c'est une équipe qui joue parfaitement bien, même à l'absence de Kevin De Bruyne. L'équipe n'a pas souffert, elle a déroulé et c'est bien par rapport aux autres. Par exemple, Arsenal qui n'a pas su faire un début de championnat. Donc, on va dire que City, pour l'instant, est en train de montrer ses crocs. Et Kun Aguero qui a inscrit 146 buts en 208 matchs de Première Ligue et devient le 2e meilleur buteur étranger dans l'histoire de ce championnat, derrière un certain Thierry Henry. Les autres résultats avec vous, Mister Armel. Tottenham a battu Floyd Haïté, Fulham, 3-1. Attention. On va parler de ce cas. Qu'est-ce qui se passe avec Floyd Haïté, avec Fulham? Ça fait 2 matchs, on ne le voit pas dans le club des clubs Cottagers. Je pense que le coach, je l'avais dit entre-temps, on ne peut pas changer une équipe comme ça parce qu'il y a des joueurs qui ont monté l'équipe en première ligue. Il faut commencer avec ces joueurs-là avant d'apporter du sang neuf puisqu'il y a un système qui a été mis en place. Donc, il faut continuer comme ça avant de changer au fil des matchs les joueurs, d'apporter les nouvelles recrues pour soutenir l'équipe. Maintenant, quand vous mettez carrément ceux qui ont fait la 2e division, vous mettez les nouvelles recrues. Pour l'instant, il y a un problème d'adaptation. Les joueurs ne se retrouvent pas. Je crois que Fulham doit véritablement revoir un peu son effectif. Certes, c'est l'équipe qui a fait beaucoup plus de recrues cette année, mais sur le terrain, on n'a pas les résultats escomptés. Ce n'est pas très bien, surtout Floyd Haïté qui n'est pas un joueur à laisser sur le banc. Même il n'est pas parmi les joueurs convoqués pour ces matchs-là. Ce n'est pas très bien pour Fulham. Et on attend de voir la suite de ce feuilleton. Ça va être très difficile. Je suis parfaitement d'accord avec Roméo Hétor, parce que là, on ne peut pas changer tout un effectif tout de suite d'entrer au moment d'affronter donc la Première Ligue. Alors qu'il y a des joueurs, il y avait un plan, il y avait un dispositif pour faire monter l'équipe. Maintenant, il a tout désagrégé et je crois qu'il est en train de subir ses choix, l'entraîneur de Fulham. Donc, à lui de revoir un peu la situation et d'aller revoir un peu ce qui a été fait au niveau de la 2e division et ce qui leur a quand même permis de monter, de retrouver la Première Ligue. Pour l'instant, c'est pas ça. Il est en train de se tirer une balle dans les pieds. Peut-être qu'il n'est pas africain, parce que souvent, il y a un proverbe africain qui dit c'est au bout de l'ancienne corde. C'est la nouvelle. Voilà, les autres avec vous, Armel Ouama. Leicester non plus n'a pas changé d'effectif et ça a bien marché face à Wolverhampton, 2-0. En attendant, ce soir, le match entre Crystal Palace qui accueille un certain Sadio Mané, Mohamed Salah et Liverpool. Naturellement, les équipes qui ont remporté 2 matchs de suite sont en tête, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, avec City, grâce à son carton premier, Chelsea aussi à 6 points, Watford, curieux, Tottenham également, Bournemouth, Liverpool est 7e, mais un match en moins, 10e Manchester United, Arsenal n'est que 17e, premier non relégable. Ce n'est que 2 journées, Armel. Mais si les choses s'arrêtaient là. Allez, Fulham, West Ham et puis Huddersfield ferment la match. La prochaine journée. On va en parler vendredi. Ne vous inquiétez pas, on aura tout le temps d'en parler vendredi. Je veux rattraper beaucoup de choses. Tu as manqué beaucoup de choses. Thank you very much, Mr. Armel Ouama. C'est assez brillant et assez énergique pour votre retour, ça se sent. Parce que vous êtes tiré pratiquement à... oui, hein. C'est le 31. C'est 3 ou à 5 étoiles. 5 étoiles, c'est bon. La pause est de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol.
Et c'est également l'entame dans le championnat des étoiles, même si c'est vrai, la Ligue a perdu une étoile à la personne de Cristiano Ronaldo. L'autre étoile est toujours là. Lionel Messi avec le Barça qui démarre timidement, même avec 3 buts déjà, c'est bon. Oui, 3 buts, c'est bien pour le Barça qui a battu Alaves. On vient de le dire 3-0. On sait que c'est difficilement que les Catalans arrivent à battre Alaves par rapport à la saison dernière. Mais je crois que cette fois-ci, c'est bien commencé pour le Barça. Le Barça, c'est vrai, on attend cette équipe, mais elle a commencé de la meilleure façon. 3-0 passé à Alaves grâce à Messi qui a marqué le 6 000e but du Barça. C'est important, il faut le faire. Coutinho également qui a inscrit le 2e but et puis Messi qui est revenu pour son premier doublé de la saison. 3-0 passé à Alaves. Donc Messi et ses partenaires ont souffert pendant les 45 premières minutes, mais à la seconde mi-temps, le Barça qui s'impose sans grande difficulté 3-0. Et si le Barça s'impose, c'est qu'on doit également avoir des nouvelles de l'ami éternel. Le Real Madrid. Le Real également qui a battu Getafe 2-0. Oui. Début poussif pour le Real. Même si le premier but est arrivé après 20 minutes, je crois que le Real a un peu souffert avant de prendre sa marque et broyer complètement Getafe. Même si le score c'est 2-0, au niveau de la possession du ballon, c'est le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo. Benzema, Gareth Bale ont donné du fil à retordre à la défense de Getafe. Si le Français n'a pas marqué, Carvajal qui a ouvert le score, l'autre il est là, Gareth Bale qui a été, on va dire, le meilleur joueur du Real sur ce match, a marqué le 2e but grâce à Tienda Konam qui a commis une bourde et permet justement la reprise est un peu difficile donc, de marquer le 2e but. Je crois que c'est très bien démarré également pour le Real Madrid. Armel, le Real Madrid, est-ce qu'aujourd'hui le successeur de Cristiano Ronaldo a pour nom Gareth Bale? Oui, forcément, même si les deux joueurs, il faut avoir le courage de le dire, ne sont pas du même calibre, quoi que l'on dise. Cristiano, c'est beaucoup plus martien, à mon avis. Mais Bale, c'est un très très grand joueur aussi. Mais le départ de Cristiano, justement, va libérer ce Bale-là parce qu'on a l'impression que c'est l'ombre de Cristiano qui a non seulement caché le Gallois, mais tout simplement l'a mis à terre pendant un moment. Maintenant, son départ va le libérer, comme je l'ai dit, va donc déjà lui permettre de se voir confier beaucoup de grandes responsabilités. D'ailleurs, je pense qu'il en a déjà prise avec ce but-là. Oui. Et donc, c'est là tout le bénéfice pour le Gallois. Lopetegui, Franck Munyama, c'est bon, ça commence bien pour lui? Oui, c'est toujours bien de gagner les premiers matchs du championnat parce qu'on sait que souvent c'est très compliqué et surtout face à l'une des meilleures défenses de la Liga, Getafe de notre compatriote Tienda Konam qui a malheureusement perdu, mais face à qui? Face au Real quand même. Donc je pense que c'est toujours bien pour les joueurs et pour l'entraîneur, surtout quand il vient d'arriver de gagner le premier match. Ils ont souffert en début de match, après ils ont su trouver la faille pour gagner 2-0. Et par rapport à Gareth Bale, je crois que lorsqu'on écoute Julen Lopetegui, il est en train de lui confier de très grandes responsabilités. S'il n'est pas parti, c'est qu'il l'a convaincu. Ronaldo est parti, vous serez maintenant le numéro 1 de l'attaque. C'est ce qu'il lui a dit. Donc, je pense que Bale va essayer de faire oublier Cristiano Ronaldo. Ce ne sera pas du gâteau pour lui. Il faut qu'il marque, il faut qu'il réalise des choses vraiment, j'allais dire, extraordinaires. Pour l'instant, ça commence bien pour les Real. C'est toujours bien, il faut le noter, de gagner les premiers matchs. Vous le dites si bien. Et est-ce que le début de la VAR, la Video Assistance Referee, c'est vrai que dans le match Real Madrid-Getafe, il y a eu quelques polémiques, Roméo? Oui, vous savez, c'est un peu un système qui est fiable à 100%. Même dans la Ligue 1 Conforama, il y a des mécontents par rapport à ce système. Mais il faut faire avec. On sait que parfois ça sauve. Et puis, c'est pas que chaque fois on va donner raison à cette VAR. Mais bon, elle aussi joue son rôle dans ce championnat. C'est un nouveau système qu'on est en train d'essayer du côté de la Liga. Il faut faire avec. J'espère qu'au fil des saisons, si ce système restait encore, je crois que les gens vont s'adapter parce que dans le rugby et autres, il y a toujours ce système assistance vidéo qui intervient. Je crois que ça permet également à certaines équipes qui sont trichées de pouvoir avoir raison à la fin.
Oui, moi je pense que la VAR, il faut expliquer quelque chose aux auditeurs, oui. ne vient pas enlever toute erreur. C'est-à-dire avec la VAR, on n'aura plus d'erreur. Mais c'est aussi une façon pour les championnats là de se conformer à la mode, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un peu comme les élections présidentielles. Hein. On vous dit, ayez le fichier électoral, mais on sait que tôt ou tard, ou dans tous les cas, il y aura des vols. Donc, c'est plutôt une adaptation des championnats, parce que quand toi, tu n'adoptes pas la VAR, on dit, voilà, il fallait l'adopter pour éviter tel problème. Mais c'est clairement une idée à enlever aux auditeurs. Elle ne vient pas éliminer toutes les erreurs dans le football. Voilà. Les erreurs. Justement, c'est le mot pour réduire les erreurs. Lorsque qu'on suit un peu les réactions après la Coupe du Monde de Colina, l'initiateur ou bien le promoteur de ce système, il a dit justement que ce système ne vient pas enlever totalement les erreurs. C'est pour les réduire. Donc, on ne va pas s'attendre à des erreurs ou bien à 0% d'erreurs. Il va y en avoir, mais juste pour les réduire et que le football soit un peu, on va dire, équitable à tous les niveaux. Oui, pour qu'il n'y ait pas des frustrés. Mais on constate que après la VAR, il y a toujours des frustrés. Ça veut dire qu'il faut laisser au football. Les Marseillais en savent quelque chose. Ah oui, donc voilà, je pense que c'est bien. Il faut être, on va dire, à la mode, comme on l'a dit. Donc c'est un peu ça. Sinon, on doit toujours s'attendre à des erreurs. Roméo, les autres résultats de la Liga, la première journée. Le FC Séville en déplacement chez le Rayo Vallecano, explose donc ce club-là, 4-1 pour le FC Séville. Puis Eibar qui a perdu face à l'autre promu, il s'agit de ESK, 2-1 pour ESK avec un certain Alex Gallard qui a inscrit les 2 buts de ESK, qui fait sa première saison d'ailleurs en Liga espagnole. La Real Sociedad gagne à l'extérieur Villarreal, 2-1, un partout entre le Celta Vigo et l'Espagnol Barcelone. Betis Séville battu à domicile par Levante, 0-3, 0-0 entre Girone et Real Valladolid. Et puis ce lundi, en clôture de cette première journée de la Liga, on aura Valence Atlético Madrid. C'est un choc. Et puis Athletic Bilbao contre Leganés. Muchas gracias, señor Romero Hitor. On file de l'autre côté. Di Natale, 22 gol questo campionato. Serie D italiana. E poi Floro 2-0 Udinese, questa volta il gol è buono. Et nous nous intéressons au championnat italien en saison 2018-2019 qui s'est véritablement ouvert. On va s'intéresser d'abord au match de la Juve qui s'est imposé difficilement, il faut le reconnaître, 3-2 sur la pelouse de Chievo-Vérone. Franck Ndouyama, belle entrée de la Juve, même si Cristiano n'a pas encore marqué. Il n'a pas marqué, mais le club a gagné, c'était l'important. Je pense que c'est un collectif, il faut toujours privilégier ça. Maintenant, c'est vrai que dans ce match, on attendait le nouveau venu, la nouvelle recrue de la Vecchia Signora, Cristiano, qui est très attendu. Et il n'a pas marqué, il a fait une frappe vraiment tendue, repoussée par le goal. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir commencé ce championnat avec une victoire et c'est l'essentiel. Donc, on le verra, on va le suivre tout au long de la saison. Et c'est aussi important pour le champion en titre de pouvoir gagner d'entrée parce que ça n'a pas été facile. Du tout. Ça n'a pas été facile face au Chievo. Donc, ils ont réussi à prendre les 3 points et c'était l'essentiel. Si la Juventus a gagné, la Roma aussi fait de même, 1-0 à l'extérieur grâce à Edin Dzeko sur un beau centre du fils de Patrick Kluivert qui s'appelle quoi déjà? Justin Kluivert. Oui, décidément pour ce début de saison, on a les fils des anciens joueurs. Du côté du Paris aussi, on a Timothy Weah et puis mais c'est surtout le joueur là, Edin Dzeko. Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas un attaquant de première classe comme les Cristiano, les Cavani, mais c'est un joueur très très efficace, généreux dans le fort et surtout qui a l'habitude de marquer de jolis buts. On se souvient encore de cette réalisation face à Chelsea en Ligue des Champions. Et puis en face, quand même, c'est la victime qui m'a interpellé. C'est un certain Sirigu qu'on connaît. Voilà, parisien. La descente aux enfers pour lui.
Je suis désolé, voilà. Aïe. Vous êtes sentimental aujourd'hui. On va s'intéresser également à la victoire de Napoli, également sur la pelouse de la Lazio Rome, 2-1, grâce à Insigne et Milik Romero-Yetor. Je pense que les attaquants du Napoli ont répondu présents dans ce match. 2 buts pour Naples face à Lazio. Vous savez que Lazio aussi, c'est un club qui joue parfois les premiers rôles, même si à l'arrivée, c'est la Juve qui gagne le championnat. Immobilier fait partie des meilleurs buteurs de la Serie A. Il a marqué, mais c'est insuffisant face au début du Napoli avec son nouveau coach Carlo Ancelotti. Je crois que c'est un très bon départ pour le Napoli puisque la Juve a gagné. S'il faut gagner les titres, il ne faut pas laisser des points et ils l'ont fait. Bravo donc au Napoli. On espère que cette fois-ci, cette concurrence va aller jusqu'au bout. En revanche, pour l'Inter Milan, avec son mercato bling-bling, chute face à votre club favori Sassuolo. Ouais, c'est pas une bonne chose pour les Nerazzurri d'avoir perdu face à cette équipe de Sassuolo. On pensait que c'était un club à sa portée, surtout, vous l'avez dit, avec un mercato bien rempli. Ils n'ont pas réussi à faire une bonne entrée dans cette saison et c'est quand même dommage pour eux. Maintenant, on se dit que ce n'est que la première journée. Après, ils ont les moyens quand même de pouvoir revenir, mais ce n'est pas bien pour le moral des joueurs de commencer une saison comme ça par une défaite. Je pense surtout qu'ils vont rapidement se réveiller et revoir les choses, les petites lacunes pour être dans le rythme. Armel, du côté de l'Inter Milan, il y a l'arrivée de Nainggolan Radja, que vous connaissez bien, un ancien de la Roma, De Vrij, Versalco, vice-champion du monde avec la Croatie, et puis Keita Baldé. C'est un mercato quand même assez costaud. Oui, très costaud, très costaud, qui va donc permettre... en tout cas, peut-être permettre à l'Inter de se redonner un autre visage. On sait que c'est un grand du championnat italien. Maintenant, comme l'a dit Franck, ce début de saison n'est pas allé dans le même sens. Une défaite, c'est toujours mal pour une équipe. Mais je crois que ce sera aussi l'occasion pour l'entraîneur donc de peaufiner un système entre tous ces joueurs-là qu'on a cités, histoire de leur permettre d'avoir des affinités et donc de véritablement démarrer leur saison. Et on va s'intéresser également à la formation d'Empoli qui s'est imposé 2-0 face à Cagliari. Il y a également... La formation était impolie. Elle est bonne celle-là. Spal qui s'impose face à Bologne 1-0. 2 buts partout entre Parme et l'Udinese. Il y a également d'autres matchs prévus ce soir. C'est un seul match. Il y a le Chievo l'Atalanta Bergame qui joue face à Frosinone. Il y a 2 matchs reportés. Le Milan C face au Genoa et puis la Sampdoria de Gênes face à la Fiorentina. On va suivre de très très près la rencontre Atalanta-Frosinone et d'ici vendredi, on reviendra vous donner les résultats. Et on va filer de l'autre côté. Le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. La deuxième journée en Ligue 1 Conforama avec d'abord ce match entre Reims et Lyon. Reims, de notre cher compatriote Alexis Romao qui fait quand même du mal à Lyon, qui a perdu ses crocs. Je pense que les promus cette saison en Ligue 1 Conforama ne font pas ne lésinent pas sur les moyens pour pouvoir gagner leur match. Face à Lyon, c'est un gros de la Ligue 1 Conforama, mais Reims qui s'impose 1-0. C'est vrai que le score il est trop petit mais très important pour Reims. On a vu Romao très important dans le dispositif de Reims. 1-0, c'est important aussi. Il faut tirer chapeau au goal rémois qui a fait un très bon match. Je crois que Reims cette saison va tout faire pour pouvoir sauver sa saison. Le maintien, c'est très important et ils ont bien commencé quand même ces joueurs-là. Franck, Romao toujours précieux dans l'entrejeu des Rémois. Il est précieux partout où il passe, sauf il y a quelqu'un ici qui ne le voit pas. Et c'est dommage pour le football togolais. C'est un homme d'expérience. Au stade de Reims, on le sait, c'est pourquoi on l'a sauté sur l'occasion, on l'a fait venir pour quand même entourer, encadrer, on peut le dire, cette équipe qui vient de retrouver la Ligue 1. Donc je pense que c'est un très bon élément pour le club rémois.
Et 2 victoires déjà. Oui. Contre qui? C'est important. Contre Lyon. Et voilà, c'est bien pour cette équipe de Reims qui commence bien. 6 points déjà. Ce que n'a pas fait, par exemple, l'Olympique de Marseille. Aïe, 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 la pique de Franck Nunyawa, elle est bonne, vraiment. Et Toulouse également, qui gagne 2-1 face à Bordeaux. Bordeaux qui était en crise avec le coup de gueule de Gustavo Poyet. Et la crise qui continue, 2-1, grâce également à un but de Mathieu Dosevi. Oui, Mathieu Dosevi et Toulouse qui se rattrape parce qu'en première journée, ils ont essuyé une lourde défaite face à Marseille. Maintenant, en face, c'était une équipe qui n'était pas non plus sereine avec les divergences internes entre dirigeants. Je pense que pour Bordeaux, il va falloir rapidement revoir le tir parce que ce genre de choses-là ne crée pas une bonne ambiance, de bonne disposition à une équipe pour aller jouer sur le terrain. Visiblement, les joueurs en ont pris un coup. Mais ce qui commence à véritablement interpeller de la part de Bordeaux, c'est que ça dure depuis déjà 2 saisons. Les Gourvenec sont passés. Quelle est la véritable crise à Bordeaux? On a l'impression que depuis la grande épopée... Est-ce que c'est un problème de gouvernance? Oui, forcément. Là, ce sont des dirigeants qui se tirent entre eux. Ça veut dire que ce sont eux qui gouvernent. donc, forcément, le temps aussi pour eux de revenir sur terre, de se dire que Bordeaux est une très belle équipe si elle veut. Absolument. Parce qu'on se souvient de l'époque Laurent Blanc, d'autres joueurs, Gourcuff, tout ça. Feindonneau et tous les autres. On veut revoir tout ça. Et votre avis sur l'ouverture de compte de but de Mathieu Dosevi? Même s'il était très content, s'est loupé sur une action, il avait les buts ouverts, mais sur le poteau. Il a joué sur le poteau. Finalement, il s'est rattrapé en marquant le deuxième but, le but victorieux de Toulouse. Je pense que Toulouse a à son sein des joueurs assez expérimentés. Quand vous prenez Max-Alain Gradel, l'Ivoirien, ce sont des joueurs qui apportent une plus-value à Toulouse. On sait que Toulouse, la saison dernière, a dû passer par les barrages pour pouvoir sauver sa saison, pour être en Ligue 1 cette année. Il ne faut pas également se louper. La première défaite face à Marseille a été un faux pas, si on peut le dire. Finalement, les Toulousains se sont rattrapés pour gagner ce match 2-1. Bravo donc à Toulouse, mais ce n'est pas encore terminé. Et je crois que cette victoire va donner plus d'envie, plus de détermination à ces joueurs d'aller jusqu'au bout. Ils ont joué dans une chaleur pas possible. L'arbitre a dû donc arrêter par moment le jeu, afin que les joueurs puissent se désaltérer. Au final, ça a profité donc à Toulouse qui gagne 2-1. Bravo surtout à notre compatriote Dosevi. Ah oui, parce que de toute façon, on suit les matchs et de Toulouse et de Reims cette saison. Strasbourg face à l'AS Saint-Etienne, ça fait 1 but partout. Jean-Louis Gasset qui est très content quand même, on peut dire, de la performance ou même du contrat de Rémi Cabella. On va écouter Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Au niveau de l'état d'esprit, on a fait preuve d'un courage, alors qu'on n'est pas prêt physiquement. Cabella est arrivé avant-hier, il a joué 90 minutes. Mais je sais que ces joueurs ont de l'abnégation et ne veulent pas perdre. Franck, votre avis sur la déclaration de Jean-Louis Gasset? Oui, je pense que c'est un entraîneur qui connaît son groupe. C'est vrai qu'il n'a pas trop de moyens pour être aussi ambitieux dans ce championnat. Il va se contenter de la politique de ses moyens. C'est ce qu'il fait si bien. Rémi Cabella va être quand même quelqu'un d'important, un joueur d'expérience qui va apporter certainement à ce club stéphanois qui est un peu depuis quelques saisons disparaît peu à peu dans la masse. Mais bon, ils vont jouer le maintien. Je pense que c'est aussi un bon entraîneur, un bon meneur d'hommes. On va s'intéresser à cette déroute de l'Olympique de Marseille au stade des Costillères. 3-1. Des buts inscrits par Denis Bouanga, Thioub et puis Ripard. Oui, justement, nous allons écouter le premier buteur de cette partie, Denis Bouanga. C'est magnifique, on a montré déjà la semaine dernière qu'on avait une force de caractère peut-être au-delà de la moyenne. Ce soir ça n'a pas été évident, on a eu des moments de dépassage où on était un peu moins bien, mais dans l'ensemble je pense qu'on a quand même bien maîtrisé le match. On a un jeu porté très sur l'offensive et que ce soit Marseille ou notre équipe, on essaye d'avoir la même qualité de jeu à chaque match. Et alors des fois on y arrive un peu mieux, ce soir c'était bien dans le jeu offensif. Ah oui, Denis Bouanga avec son superbe contrôle crochet et frappe croisée, un très très beau but de la part de l'international gabonais. Je pense qu'il y a un vent de panique sur le Vieux-Port. Peut-être un but contre 3 face à Nîmes.
C'est vrai que Nîmes a retrouvé donc la Ligue 1 après 25 ans. C'est une équipe qui n'est pas habituée donc à jouer ce championnat, puisque après avoir quitté la Ligue 1 pendant plus de 2 décennies, des joueurs qui découvrent pour la première fois ce niveau. Mais ce qui est intéressant au niveau de Nîmes, c'est le caractère de ces joueurs-là. Ils n'abandonnent jamais. Mais après l'égalisation de Thauvin, eh bien, ces joueurs ont continué à jouer. Oui. Ils ont mis la pression sur la défense marseillaise. Je crois que c'est à ce niveau que Marseille a pêché. Sa défense n'était pas au rendez-vous. Même le milieu de terrain, on n'a même pas vu Dimitri Payet dans ce match. Face à Toulouse, il était à l'aise, il se promenait, il faisait tout ce qu'il veut avec le ballon. Mais face à Nîmes, c'est rare de voir Dimitri Payet avec le ballon. Ça, on ne peut pas le comprendre. Marseille qui perd face à Nîmes, mais si Marseille veut jouer le premier rôle ou bien jouer le titre cette saison, il faut gagner Nîmes. Si on n'arrive pas à gagner Nîmes, ça va être compliqué. Oui, tout ce qui a fait la différence dans ce match, c'est l'envie de l'équipe en face. Face à Toulouse, Toulouse n'a jamais montré son envie de remporter, ne serait-ce que de faire même un match nul. Oui. Mais face à cette équipe de Nîmes, on l'a vu. Rien que sur le deuxième but, quand on voyait la course que réalise le joueur, oui, on sent qu'il... Voilà, et après ce petit piqué-là pour effacer c'est magnifique. C'est magnifique. C'est toute l'envie, toute la détermination qui a fait la différence dans ce match. Mais bon, il ne faut pas quand même aussi crier beaucoup trop tôt parce que ce genre de match-là peut aussi peut se produire. Oui. Voilà, des faux coups comme ça pour une grande équipe, ça arrive. Maintenant, l'essentiel, c'est de ne pas enchaîner parce qu'on a vu la saison passée, Lyon à un moment enchaîné ces défaites-là et ça a commencé à faire mal. Et on va s'intéresser toujours à cette équipe de Nîmes, oui. Oui, je pense que c'est une force de caractère montrée par les joueurs nîmois. Oui. Mais on vient de le dire, la plupart de ces joueurs n'ont jamais joué à ce niveau. Exact. Ils reviennent après 25 ans, donc ils ont gagné face à un prétendant au titre. Marseille, pour moi, a quelque part joué le match dans la tête avant d'arriver sur le terrain. Ah bon ? On s'est dit oui. Le fait d'avoir sous-estimé Ils ont sous-estimé, il n'y a rien à dire. Ils ont sous-estimé les Nîmois et en face, ils ont trouvé que c'est des joueurs qui sont bien en place et qui ne veulent pas défendre mais jouer le football total, poussé par... des supporters déchaînés, assez extraordinaires. Donc, Marseille a pêché dans on va dire, l'attitude dans son attitude sur le jeu. Ils n'ont pas joué, ils n'ont montré aucune détermination, aucune envie. Je crois que Nîmes n'a pas volé cette victoire par rapport à ce qu'ils ont eu à faire face à Angers. Mais les 3-1, ils ont gagné 4-3 à la fin. Ouais. Ça devait servir de leçon aux hommes de Rudy Garcia. Ils l'ont pas fait, ils se sont fait manger. Et c'est vrai qu'au passage, Thauvin a marqué un super but, mais ça ne suffisait pas. Et puis, pour moi, peut-être que Rudy Garcia a fait une petite erreur en mettant tout de suite Mandanda, qui n'était pas encore dans le rythme. Depuis le début de la saison. C'est l'autre qui faisait... C'est un champion du monde. Oui, champion du monde, mais qui manque forcément. Les réflexes ne sont pas encore... Même était à côté de la plaque. Voilà, les réflexes ne sont pas encore en place. Et Marseille le paye cash et ça montre tout de suite... Armel l'a dit, quand on veut gagner les titres, ce sont ces genres de matchs qu'on gagne. On prend ces points-là et on est sûr que devant, peut-être, on va grignoter et ça et là pour faire le... Donc, je pense que Nîmes a fait bien les choses et fait partie quand même des premiers et de surpoids et de l'équipe qui a marqué plus de buts. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais justement, dans cette partie, il y a eu un fait de jeu. Valère Germain retenu par son adversaire. Il a été bien tiré son maillot, mais la VAR n'est pas revenue là-dessus. On parle de la 37e minute dans cette partie. Oui, c'est aussi ça le côté négatif de cette assistance. C'est ce qu'on vient de dire d'ailleurs. Puisque l'arbitre est le seul maître du terrain, peut-être qu'on peut lui souffler ça à l'oreille, mais il va dire que non, il n'y a pas faute. Donc ça continue. Même il y a un match, là, je crois que c'est dans le match Real Getafe. L'arbitre avait donné carton jaune. Justement. Oh, il y avait hors-jeu. S'il y a hors-jeu, ça veut dire que la faute n'existe plus, mais il a donné ce carton jaune-là, donc c'est aussi ça les limites de la VAR. Armel Ouaba, votre avis sur cette formation de Marseille? On n'a pas vu les champions du monde briller, même si Thauvin a marqué au passage. Oui, je pense que Franck a déjà tout dit. C'est un match dans lequel on n'a jamais vu Marseille, tant du côté... Garcia est déjà dans le dur?
Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. C'est beaucoup trop vite aller en besogne. C'est une très belle équipe qui d'ailleurs sort d'une très belle saison avec d'ailleurs la confirmation de ces joueurs-là champions du monde. Donc je pense que c'est une équipe qui a beaucoup plus de valeur que ce qu'on a vu la dernière fois. En tout cas, si Marseille doit gagner, il faut un attaquant de race. Absolument. Marseille n'en a pas encore. On parle de Balotelli, on va en parler tout à l'heure dans la page Mercato. Et si Marseille chute, le Paris Saint-Germain, quant à lui, n'a pas du tout fait dans la dentelle face à la formation de Guingamp. 3-1. Franck Lugnaman, Neymar sur penalty et Kylian Mbappé, le champion du monde, qui revient très très fort. Très fort avec un doublé et quel doublé aussi, des buts assez intéressants. Oui, il faut être en confiance pour marquer de tels buts et surtout le troisième, regardez un peu le geste. On le compare à un but de Ronaldinho à l'époque. À l'époque, c'est un grand joueur et il n'y a rien à dire. Je pense que Paris a souffert, mais a gagné à la fin. C'est ça la marque des champions. Ils ont été bousculés, ils ont été malmenés par cette équipe de Rennes, même menés, mais ils n'ont jamais rompu. Ils ont gagné à la fin 3-1 pour dire tout simplement, lorsque vous voyez cette deuxième journée, tous les grands ont souffert, mais seul Paris a gagné. Monaco a été tenu en échec, Lyon a été battu, et ça fait déjà la différence. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à ce match-là. Le schéma est dessiné pour vous? Oui, pour l'instant c'est dessiné. Avoir vos détails. Ce serait une surprise, une catastrophe de ne pas voir Paris champion à la fin de cette saison. Franck a parfaitement raison, d'autant plus que cette équipe gangampaise donne beaucoup joue des mauvais tours à Paris tout des à fois. fait. Ça veut dire que c'est pas une petite équipe en face, c'est une équipe qui connaît très bien Paris et donc le fait d'avoir gagné pour cette équipe parisienne, c'est déjà de montrer la force de caractère, notamment du nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Thomas Tuchel avec d'autres joueurs comme Rabiot qui également fait beaucoup de jeux dans cette partie. Je pense que Tuchel a un effectif que chaque entraîneur aimerait avoir. Bon, peut-être que Pep Guardiola ne va pas envier Tuchel. Avec Didier Buffon. Parce qu'il peut aligner une équipe B et gagner ses matchs. Il l'a fait lors du premier match contre Toulouse. Je crois que le Paris Saint-Germain, l'ambition, le défi cette année, ça va être la Ligue des Champions. Et si véritablement cette équipe joue sur ses valeurs, je crois que Paris peut créer la surprise au niveau de la Ligue des Champions. Sinon, la Ligue 1 Conforama, c'est gagné déjà avant le coup d'envoi. Voilà pourquoi il est arrivé. Roméo, il est tellement précis. Avec le Paris Saint-Germain qui est en tête avec 6 points plus 5, Nîmes, Dijon et puis Reims, curieusement, ces trois équipes-là suivent tout de suite le Paris Saint-Germain. Monaco, on retrouve Monaco à la 5e position. Marseille est 9e avec 3 points. L'Olympique lyonnais est 10e avec 3 unités. Au bas du tableau, on retrouve Bordeaux, Amiens, Nantes avec 0 pointé. Et si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans Plateau Foot Europe. C'est lundi, bien sûr, vous n'êtes pas certes habitués, mais oui, c'est la nouvelle saison, lundi et vendredi. Et cette fois-ci, nous parlons du mercato, du marché des transferts. Nous nous intéressons au dossier Mario Balotelli, qui est annoncé depuis plusieurs jours déjà du côté de Marseille. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Franck Lugnaman, quelles sont les dernières nouvelles sur le cas Balotelli? Oui, je pense que ça coince un peu sur le montant du transfert. L'Olympique de Marseille propose 2,5 millions d'euros, alors que les dirigeants niçois veulent avoir 4,5 millions pour laisser partir l'Italien. Je pense que Marseille a quand même les moyens de s'offrir un tel joueur. C'est vrai que Mario Balotelli, c'est pas le joueur qu'on a connu il y a 5 ans, mais c'est un très bon joueur qui connaît le haut niveau. Au-delà de ses frasques, c'est un joueur qui peut faire la différence. Maintenant, il faut que Marseille, après avoir vendu Anguissa, sorte les moyens pour avoir. S'ils proposent 600 000 euros par mois pour le joueur, c'est qu'ils ont les moyens quand même de débloquer ou bien de débourser 4,5 millions. Donc les négociations se poursuivent et je pense qu'ils vont pouvoir trouver un terrain d'entente. Maintenant, Garcia dit aussi que pour l'instant, l'important, ce n'est pas un joueur en attaque, mais un joueur qui vient équilibrer, qui vient stabiliser le milieu de terrain. Donc, je pense qu'il dit ça pour peut-être mettre la pression sur les dirigeants niçois pour qu'ils laissent venir le joueur à 2,5 millions, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour les dirigeants de ce côté-là. Donc, je pense que les négociations vont pouvoir prendre fin très très vite. Et
j'imagine que Marseille ne va pas se louper sur ce dossier et qu'il ferait venir quand même Balotelli. Il reste encore 11 jours pour la fermeture du mercato. Justement, vous en parliez tout à l'heure, Franck Lougnama. On va écouter Rudy Garcia qui n'est pas très très d'accord sur le profil du prochain joueur à venir du côté de la Canebière. Valère a super bien débuté, donc je suis ravi pour lui. Costas a fait une très bonne préparation alors que l'année dernière est arrivé blessé. Donc voilà, il a sur la saison dernière, je pense, le meilleur ratio européen, temps passé sur le terrain, but marqué, ou en tous les cas, il ne doit pas être loin des meilleurs. Donc moi, je suis satisfait avec ces deux-là. Il n'y a pas de raison d'aller en chercher un autre. Donc pour moi, il n'y a pas de débat particulier. C'est pas le profil qu'on recherche. Voilà. On a besoin d'un joueur défensif. Si tant est qu'on puisse le trouver. Puis si on ne le trouve pas, on verra. On s'intéressera ou à d'autres profils ou à pas de profil du tout, on verra, c'est comme ça le mercato. Rudy Garcia peut être rassuré. Balotelli ne recherche pas non plus le profil d'un tel entraîneur. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, c'est sûr. Parce qu'avoir une telle gueule envers Mario Balotelli, je suis sûr qu'il va répondre. Et dis ce qu'il pense. Ça, c'est juste. Je pense que c'est le marché. Hein. C'est le marché. C'est comme une discussion entre un vendeur et un client. Justement. Voilà, et le client essaie quand même de donner ses raisons. Oui. Le vendeur aussi met ses pions en place. Donc, je pense que c'est sur ce profil, Rudy Garcia ne va jamais dénigrer un tel joueur. Oui. Parce qu'il connaît Mario Balotelli. Exactement. Un joueur qui a fait Manchester City, Inter Milan, Absolument. et puis d'autres clubs, UP. Je pense qu'il sait parfaitement que Mario Balotelli est au-dessus de Kostas Mitroglou. Ah oui, Franck est assez dur là-dessus. On connaît Franck pour sa prudence, mais sur ce cas, je voudrais rebondir sur ce qui coince par rapport à Balotelli. Oui, Franck l'a dit, c'est financièrement, mais le problème est aussi pour celui qui va remplacer Balotelli au niveau de Nice, parce que les Niçois les Aiglons sont à la recherche, bien sûr, d'un remplaçant. Oui. Pour le moment, celui qui est évoqué, c'est un certain Lapadula du Genoa, qui maintenant, aux dernières heures, n'est plus prêt à rejoindre les Nice, l'OGC Nice. Donc ça coince, c'est à ce niveau. Mais ironie du sort, ce même Lapadula était courtisé par l'OM il y a un an, avant qu'on fasse débarquer Kostas Mitroglou. Oui, je pense que la réaction de Rudy Garcia, on peut la comprendre, parce que c'est un entraîneur, il ne peut pas dénigrer un joueur qui peut-être va arriver dans son équipe, mais il envoie déjà un message à ce joueur-là. Si jamais il arrivait, il faut savoir que voilà, il a du caractère, parce que Balotelli n'est pas indispensable pour Marseille. D'accord. C'est ce qu'il fait comprendre. Donc, il y a des joueurs qui sont là. Valère, c'est vrai que c'est un joueur qui n'est pas aussi constant dans ses prestations, mais c'est un joueur aussi important. Donc, il va falloir faire une très bonne communication. Maintenant, ça fait combien de journées que Balotelli peut-être ne joue plus de gros matchs? Ben, son arrivée, peut-être, ça ne va pas résoudre forcément les affaires de Marseille, parce que pour être compétitif, pour être beaucoup plus en jambes, il faut jouer des matchs important. Balotelli depuis là ne joue pas avec Nice, donc c'est un manque à gagner pour le joueur par rapport à sa performance. Et maintenant, s'il faut arriver à Marseille, s'il faut débourser l'argent, il faut le faire rapidement pour ne pas laisser trop le joueur sans jouer. On va suivre ce dossier Balotelli. Rappelons qu'il a 27 ans, il a déjà 66 matchs, 43 buts de Ligue 1 dans les jambes. Oui, Balotelli, Milan AC, City, Inter Milan, Liverpool. Bon, on attend de voir tout ça, de voir si vraiment il va rejoindre la Canebière. Mais c'est quand même curieux que depuis des années, Marseille n'arrive pas à trouver un attaquant de pointe de classe internationale. On se souvient des Didier Drogba, du Sénégalais dont j'oublie un peu le nom, Mamadou Niang, d'autres grands joueurs qui ont joué du côté de l'Olympique de Marseille. Mais Franck Marcourt, pour l'instant, ça coince pour sortir. On fait appel à Fenty Gomis. Ah oui, voilà, justement, qui est parti du côté de la Turquie et qui fait la pluie et le beau temps là-bas. Bien, on s'achemine vers la fin de cette émission de ce lundi de Plateau Foot Europe. On va saluer quelques inconditionnels, surtout que demain, c'est la fête de l'Aïd El Kébir. Roméo, avec vous. Par anticipation, bonne fête de Tabaski à tous les amis musulmans qui écoutent cette émission. Oui. Je salue aussi Padeno, Padé et puis tous les autres.
Armel Ouaba, pour votre tour, vous avez une liste? Non, je salue tout le monde. assez simple. Franck Lunyama? Oui, bonjour à toutes et à tous, ceux qui nous sont toujours fidèles. Et déjà, bonne fête de l'Aïd El-Kébir à nos frères musulmans. Merci beaucoup, Roméo. Bonne semaine. Hein. Oui, et puis bonne fête à nous. On va le dire bonne en fête espagnol. Hein? Excellente semana. Magnifique. Merci Roméo, merci Armel pour votre retour. Merci Franck Lunyama. Ça a été un plaisir. Nous saluons également Fifi Asogbavi et puis Ezekiel Ayataï. On se retrouve vendredi, mais déjà nous souhaitons une très belle semaine à tous. Sans oublier également Elom Adovan qui assure la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde a été signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. Encore une fois, très belle semaine à tous. Bonne fête de l'Aïd El-Kébir à tous les musulmans du Togo, d'Afrique et du monde entier, particulièrement à Foudou, bien sûr, à Latif Yorouma et à Baba, notre cher ami, le Barcelonais. À très bientôt sur Sport FM. Ciao, ciao.